Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le problème 3 des Olympiades internationales de mathématiques 2024. Alors, l'énoncé du problème est le suivant. Donc, on prend A1, A2, A3, etc., une suite d'entiers strictement positifs, et on prend grand N, un entier strictement positif, et on suppose que la suite vérifie la propriété suivante, que pour tout petit n plus grand que grand N, A petit n est égal au nombre de fois que la valeur A petit n moins 1 apparaît dans la liste A1, A2, etc. jusqu'à A petit n moins 1. Et il faut montrer la chose suivante, que parmi les deux suites A1, A3, A5, A7, etc. et A2, A4, A6, A8, etc. au moins une des deux suites est ultimement périodique, ou une suite est dite ultimement périodique si elle est périodique au-delà d'un certain rang grand N. Donc l'exercice est assez difficile. On va montrer quelques exemples de suite. Donc par exemple, si je pars seulement du nombre 1, et que je dis grand N est égal à 1, et bien ensuite, on doit compter combien de fois est-ce que le nombre 1 est apparu dans la suite, donc c'est une seule fois. Donc maintenant, mon dernier nombre c'est 1, donc je dois compter combien de fois le nombre 1 est apparu dans la suite, donc il est apparu 2 fois. Maintenant, mon dernier nombre c'est 2, combien de fois est-ce que le nombre 2 est apparu dans la suite, c'est 1. Puis c'est 1, combien de fois est-ce que 1 est apparu dans la suite, c'est 3. Puis 3 il est apparu une fois, etc. Et on remarque que la suite va alterner 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, etc. Et donc si je prends A2, A4, A6, etc., ça va être la suite constante égale à 1, et donc notamment elle est constante, donc périodique. Ensuite, si à la place, par exemple, je commençais par juste le nombre 2, avec encore une fois grand N égale 1, donc maintenant, on doit compter le nombre de fois où 2 apparaît dans la suite, donc là c'est une fois. Maintenant on doit compter le nombre de fois où 1 apparaît dans la suite, c'est une fois. Le nombre de fois où 1 apparaît dans la suite, c'est 2 fois. Puis 2 apparaît 2 fois. Maintenant 2 il apparaît 3 fois. 3 il apparaît une fois. 1 il apparaît 3 fois. 3 il apparaît 2 fois, etc. Donc on remarque que là, la structure de la suite est un peu plus compliquée, mais essentiellement ça va alterner 3, 1, 3, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2, etc. Et donc on voit encore une fois que si on prend un terme sur 2, on obtient la suite 1, 2, 1, 2, 1, 2, qui va être périodique à partir d'un certain rang. Voilà. Donc je remets l'énoncé, je vous laisse réfléchir à l'exercice. C'est assez difficile, donc si vous n'arrivez pas à trouver, c'est normal. Alors, je vais commencer par donner une première indication. Donc, c'est pas très clair exactement ce que je vais dire, mais il faut essayer de montrer qu'en quelque sorte, la suite alterne un terme petit, un terme grand. Donc, si on revient par exemple à la suite précédente, le terme petit, ça sera 1 ou 2, et les termes grands, ça sera le 3, le 4, le 5, etc. Donc, il faut essayer d'arriver à comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par ça, et essayer de montrer qu'effectivement, un terme sur 2 de la suite sera petit, et un terme sur 2 sera grand. Alors, je vais donner une deuxième indication. Donc, la deuxième indication, c'est une fois que vous avez réussi à montrer que la suite alternait petit-grand, essayez d'appliquer un principe des tiroirs infini. Donc là, ça va être beaucoup plus subtil qu'un exercice normal où on aurait juste à appliquer un principe des tiroirs. Mais il faut essayer d'arriver à appliquer un principe des tiroirs afin de pouvoir obtenir une sorte de périodicité dans la suite. Très bien, donc maintenant on va passer à la solution de l'exercice. Donc la solution va être en plusieurs étapes qui vont correspondre aux étapes que j'ai données en indication. Donc on va prendre AN, une suite comme on l'a énoncé, et grand N, comme on l'a énoncé, le terme à partir de laquelle la suite va vérifier la relation de récurrence. Et l'étape 1, ça va être de montrer que la suite alterne petit-grand. Donc qu'est-ce que ça veut dire par ça? Qu'est-ce que je veux dire par là? On va choisir un entier grand M, qu'on va prendre suffisamment grand, donc on verra ce que ça veut dire plus tard, et on va montrer que pour petit n assez grand, eh bien, dès que A petit n est plus petit que grand M, A petit n plus 1 doit être strictement plus grand que grand M, et dès que AN est plus grand que grand M, AN plus 1 doit être plus petit que grand M. Donc, en d'autres termes, un nombre est petit s'il est plus petit que grand M, grand s'il est strictement plus grand que grand M, et on montre que la suite, après un terme petit, j'ai forcément un terme grand, et après un terme grand, j'ai forcément un terme petit. Donc,
Une remarque qu'on va faire et qui va nous servir tout au long de l'exercice, c'est que pour tout petit a, petit b strictement positif, il existe au plus un entier n, tel que an égale a et an plus 1 égale b. En effet, imaginons que j'ai an égale a, an plus 1 égale b, et j'ai un n' qui est strictement supérieur à n, tel que an' égale a, an' plus 1 égale b. Alors an plus 1 égale b, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant an, en comptant an et avant an, il y a b fois le nombre a qui apparaît. Et an' plus 1 égale b, ça voudrait dire qu'avant n', an', il y a b fois le nombre a qui apparaît. Mais forcément, à n', il y aura eu plus de a qui sont apparus que à n, puisque an' sera égal à a, notamment, et donc il y aura au moins un a de plus qui sera apparu dans la suite, depuis entre n et n'. Et donc cette remarque, elle nous dit quoi? Elle nous dit notamment qu'il n'existe qu'un nombre fini d'entiers petit n, tel que an ou an plus 1 est inférieur à an et an plus 1 sont tous les deux inférieurs ou égal à grand n. Pourquoi ça? Parce que si jamais il y en avait un nombre infini, bah, par le principe des tiroirs infinis, je pourrais trouver un n et un n' strictement supérieur à n, tel que an égale a, an plus 1 égale b, et an' égale a, an' plus 1 égale b. Ça contredirait notre remarque. Donc notamment, quand n est assez grand, dès que an est plus petit ou égal à grand m, an plus 1 doit être strictement plus grand à grand m. Donc je n'ai pas le droit d'avoir deux nombres petits l'un après l'autre. Donc ça c'est la première étape. Maintenant il faut montrer qu'on n'a pas le droit d'avoir deux nombres grands l'un après l'autre. Donc pour ça on va choisir la valeur de grand m. On va prendre grand m plus grand que le max de grand n et de tous les ai entre 1 et i entre 1 et grand n. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? On va supposer par l'absurde qu'en fait, il existe un petit n, tel que an égale grand K et an plus 1 égale grand L, et grand K et grand L sont tous les deux strictement plus grands que n. Notamment, petit n, il doit être plus grand que grand n, parce que grand m est plus grand que tous les ai, entre 1 et i entre 1 et grand n. Et on va montrer qu'en fait, ça, c'est pas possible. J'ai pas le droit d'avoir deux nombres grands l'un après l'autre. Donc, pourquoi ça? Donc, qu'est-ce que ça veut dire que an plus 1 égale L? Ça veut dire que ça veut dire qu'avant an, il y a i1 strictement plus petit que i2, strictement plus petit que, etc., strictement plus petit que il, des indices tels que aij est égal à grand K. Donc il y a exactement grand L fois le nombre grand K qui est apparu dans la suite, avant an. Et on peut remarquer notamment que tous les ij, ils sont tous plus grands que grand N, parce que si le aij est égal à grand K il est strictement plus grand que grand M, du coup il est plus grand que tous les ai entre 1 et grand N. Et on remarque qu'en fait tous les aij-1 sont distincts. Pourquoi? Parce que aij, si j'ai deux aij-1 qui sont égaux à un même nombre a, ça veut dire que je vais avoir deux fois petit a, puis grand K qui apparaît dans la suite. Et ça contredirait notre remarque qu'on avait faite à la slide précédente, qui disait que j'ai pas le droit d'avoir, si j'ai deux nombres petit a, petit b qui se suivent quelque part dans la suite, bah ça peut apparaître qu'une seule fois dans la suite, à partir de grand N. Et donc tous les a indices ij-1 sont distincts. Et donc ça nous dit quoi? Bah comme on en a L, ça nous dit que un des aij-1 est supérieur ou égal à L, notamment. Puisqu'ils sont tous supérieurs ou égaux à 1. Donc pour illustrer qu'est-ce qui se passe, donc j'ai ici un grand K et un grand L qui apparaissent quelque part dans la suite. Et bien le grand L, il me dit, le grand K, il est apparu en tout grand L fois dans la suite. D'accord? Donc à des indices I1, I2, I3, etc. jusqu'à IL. J'ai aussi noté les grands N premiers nombres, pour lesquels la suite ne vérifie pas encore l'hypothèse de récurrence, et tous les IJ sont plus grands que grand N. Et toutes les astérisques qui sont écrits dans cette suite sont en fait distincts, parce que sinon j'aurais deux fois petit a, grand K, à deux endroits différents dans la suite, et ça contredirait notre remarque de tout à l'heure.
Et donc, comme j'en ai L, et ben, un d'entre eux doit être supérieur ou égal à grand L. Donc maintenant, pour conclure le raisonnement, eh bien, qu'est-ce qui se passe? C'est que j'ai AIJ-1 qui est au moins égal à L, qui est strictement supérieur à M, du coup, et AIJ qui est égal à K, qui est strictement supérieur à M. Mais donc, du coup, AIJ-1 et AIJ sont tous les deux des nombres grands. Donc, en quelque sorte, je suis passé de deux nombres grands, et j'ai montré que quelque part avant, dans la suite, il y avait déjà deux nombres grands qui se suivaient. Et donc là, on peut faire soit une descente infinie, soit un argument de minimalité. Si au départ, j'avais choisi n, l'entier minimal, tel que an et an plus 1 étaient grands, c'est-à-dire strictement supérieur à grand m, en faisant ce raisonnement, j'ai trouvé deux nombres consécutifs dans ma suite, aij-1 et aij, qui sont avant an plus 1, et qui sont aussi tous les deux strictement supérieurs à grand M. Ce qui contredirait la minimalité de grand M. Donc c'est absurde. Ainsi, pour tout n, an strictement supérieur à grand M implique an plus 1 inférieur ou égal à grand M, c'est-à-dire que si j'ai un nombre grand, le nombre suivant sera petit. Et donc la conclusion de l'étape 1, c'est qu'il existe un grand N0 qui est strictement supérieur à grand N, et un grand M qui est strictement supérieur à 0, qu'on a trouvé tout à l'heure, tel que pour tout n strictement supérieur à grand N0, la suite alterne entre un nombre inférieur ou égal à grand M et un nombre strictement supérieur à grand M. Et donc, il y a deux possibilités. Soit les nombres pairs vont être inférieurs ou égal à grand M et les nombres impairs vont être strictement supérieurs à grand M. Soit c'est l'inverse, donc les nombres pairs vont être grands et les nombres impairs vont être petits. Et donc, sans perte de généralité, on va supposer que c'est le premier cas. Bon, c'est pas totalement sans perte de généralité, mais disons, le raisonnement va être exactement le même dans les deux cas. Donc, pour le reste de la preuve, on va supposer qu'on est dans le premier cas, c'est-à-dire que pour tout n assez grand, A2n est petit, plus petit ou égal à grand M, et A2n plus 1 est strictement supérieur à grand M. Très bien, maintenant passons à l'étape 2 de la solution. Donc, on a fait la disjonction de cas de est-ce qu'on choisit la suite paire qui est périodique ou la suite impaire qui est périodique, puisque maintenant, comme la suite paire c'est la suite petite, on veut montrer que en fait, la suite paire, donc la suite des A2n, c'est elle qui est ultimement périodique. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Et bien on aurait bien appliqué un principe des tiroirs. En général, quand on a une équation du type an plus 1 définie par récurrence comme an plus 1 égale f de an, et bien si par exemple on arrive à montrer que on a un n qui est égal à un an', avec n différent de n', et bien ensuite le an plus 1 sera égal à an' plus 1, etc., par une récurrence immédiate, et donc la suite deviendra périodique à partir d'un certain rang, ultimement périodique. Le problème c'est comment on fait ici, puisque la suite est définie par récurrence, mais c'est une hypothèse de récurrence un peu compliquée, et en plus, la suite impaire A2n plus 1, elle tend vers l'infini. Donc on ne peut pas forcément appliquer un principe des tiroirs en disant tous les termes sont bornés, donc il y en a forcément deux qui sont égaux. Donc là, je vais introduire une notation. Donc, une première notation, c'est pour tout j inférieur ou égal à grand M, je vais appeler Cn de j, c'est le nombre de i inférieur ou égal à 2n, tel que ai égale j. Donc à partir de maintenant, je vais le temps, les n, je vais considérer ensuite a2n. Du coup, quand je considère Cn de j, c'est les ai avant le deuxième terme, donc avant le terme a2n, et ça compte le nombre de ai qui sont égales à j. Donc si jamais a2n c'était égal à j, a2n plus 1 ça sera égal à Cn de j. Mais en général, a2n n'est pas forcément égal à j, donc on garde en mémoire le nombre de j qui sont avant le terme a2n. Ensuite, j'avais petit m. Alors qu'est-ce que c'est petit m? Petit m, c'est le max des j tel que an de j tend vers l'infini. Donc pour tout j, en fait, an de j c'est quelque chose qui est croissant parce que c'est juste ça compte le nombre de j qui apparaissent. Et donc qu'est-ce que c'est qu'est-ce que ça veut dire an de j tend vers l'infini? Ça veut dire qu'il y a une infinité de j dans ma suite. Donc petit m, c'est le plus grand entier, j, qui va apparaître une infinité de fois dans ma suite. Donc ça veut dire que les entiers plus grands que n vont seulement apparaître un nombre fini de fois. Et n1, ça va être un nombre qui va être plus grand que n0. Et ça va être quoi? Ça va être le maximum des entiers n, tel que soit a2n est strictement plus grand que m. Donc je vais me placer, comme tous les nombres plus grands que petit m vont seulement apparaître un nombre fini de fois dans la suite, les nombres entre petit m et grand m, je veux dire, je me place
après le moment où il n'y a plus ces nombres-là. Donc les A2n vont tous être inférieurs ou égal à petit m. Et ensuite, une deuxième condition technique, c'est qu'il existe un j inférieur ou égal à m strictement inférieur à j', tel que cn de j' est plus grand ou égal à cn de j. Et en fait, essentiellement, qu'est-ce que c'est que cette condition? C'est juste, je dis, les cn de j pour j strictement plus grand que m, eux, ils vont croître, et après, au bout d'un moment, ils vont s'arrêter, puisque les j apparaissent seulement un nombre fini de fois. Et sauf que les j qui vont apparaître une infinité de fois, eux, leur cn va tendre vers l'infini. Donc en fait, je me place après le point où tous ces cn vont être plus grands que les cn des j strictement plus grands que m. Donc les cn des j strictement plus grands que n, ils s'arrêtent au bout d'un moment, et les autres, ils tendent vers l'infini. Donc je peux attendre assez longtemps pour que tous ceux qui tendent vers l'infini soient plus grands que les autres. Ok. Et le lemme crucial, ça va être ce lemme qui va me dire que pour tout j entre 2 et petit m, la suite cn de j moins cn de j moins 1 est bornée. Donc pourquoi ça? En fait, l'idée c'est qu'on a envie d'appliquer un principe des tiroirs, mais sauf que le problème c'est que les termes de la forme A2n plus 1, eux vont exploser. Donc une manière de contrôler ça, c'est essentiellement de dire que ils vont exploser, mais je peux trouver un entier n, tel que essentiellement A2n plus 1, les A2n plus 1 autour de n, et les A2n' plus 1 autour de 2n', et ben, vont être à peu près égaux à une constante près. Et donc en fait, ce qu'on va avoir envie, c'est d'appliquer un principe des tiroirs sur les suites cn de j moins cn de j moins 1. Donc les cn, ils croissent, mais les cn de j moins cn de j moins 1, a priori, ça peut croître et décroître. Et si on arrive à montrer que c'est borné, là, on va pouvoir appliquer un principe des tiroirs infinis. Donc la première partie de l'étape 2, ça va être de montrer en quoi le lemme implique le résultat qu'on veut démontrer. Alors, il va exister n' strictement plus grand que n, strictement plus grand que grand N1, tel que non seulement on puisse choisir A2n égale A2n', mais en plus tous les cn de j moins cn de j moins 1 sont égaux au cn' de j moins cn' de j moins 1 pour j entre 2 et petit m. Donc ça c'est juste un principe des tiroirs en disant que A2n il est borné par grand M, donc on peut appliquer un principe des tiroirs sur lui, il peut prendre qu'un nombre fini de valeurs, et les cn de j moins cn de j moins 1 ils sont bornés, donc on peut aussi, ils prennent aussi un nombre fini de valeurs, on peut appliquer un principe des tiroirs infini. Donc à partir de cette condition, comment est-ce qu'on conclut? Alors en fait on va montrer que la suite va être périodique, la suite des A2n va être périodique dans le sens où A2n plus 2, en fait si A2n égale A2n' et cette grosse condition est vérifiée, alors A2n plus 2 va être égal à A2n' plus 2, et la grosse condition à n plus 1 va être vérifiée, et on va pouvoir faire comme ça par récurrence, montrer que la suite des A2n va être ultimement périodique. Donc, la question c'est qu'est-ce que va valoir A2n plus 1 et A2n' plus 1? Ben, A2n plus 1 c'est le nombre de fois où A2n il apparaît entre les termes 1 et 2n, et par définition c'est juste Cn de A2n. De la même manière, A2n' plus 1 c'est Cn de A2n'. Et on veut montrer que A2n plus 2 ça vaut A2n' plus 2. Et donc en fait, qu'est-ce que ça vaut A2n plus 2? A2n plus 2 c'est le nombre de termes avant le 2n plus unième terme, qui sont égaux à A2n plus 1. Mais A2n plus 1, il est plus grand que M, donc la seule manière, ça va être que ça soit un terme de la forme A2i plus 1. Donc on se demande combien y a-t-il de i, tel que A2i plus 1 soit égal à A2n plus 1. Et ça va être le nombre, ce nombre-là, ça va être A2n plus 2. Donc pour ça, on remarque qu'il faut que A2i plus 1, ça va être égal à Ci de A2i, disons sous la condition où, parce qu'en fait, i doit être forcément plus grand que n1. Donc A2i plus 1, ça va être Ci de A2i. Et donc, comment est-ce que c'est possible que A2i plus 1 soit égal à A2n plus 1? Eh bien, il faut que Ci de A2i soit égal à Cn de A2n. Si A2i il est strictement plus grand que m, petit m, c'est impossible par définition de n1, parce qu'en fait, dans ce cas-là, on sait que les Cn de A2i, eux, ils sont tout petits. D'accord? Tous les autres Cn, ils ont dépassé, donc Cn de A2n va être serait plus grand que Ci de A2i.
Et donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'il existe un i tel que ci de a2i soit égal à cn de a2n? Et bien en fait, ça veut précisément dire, donc si je prends un ci de j c'est quelque chose qui croît, qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et pour qu'il existe un i plus petit ou égal à n, tel que ci de j soit égal à cn de a2n, ben en fait, c'est juste dire que cn de j doit être plus grand ou égal à cn de a2n. Parce que si cn de j est plus grand ou égal à cn de a2n, cn de j c'est quelque chose qui croît, donc au bout d'un moment, ça devrait être égal à cn de a2n. Et donc en fait, pour illustrer ça, donc imaginons j'ai 2n ici, 2n plus 1 ça va être cn de a2n que je vais noter grand K ici, donc c'est un nombre grand, c'est pour ça que je le note grand K, et 2n plus 2 ça va être un nombre petit k, qui va être petit, donc je note petit k. Donc ici au départ j'ai les deux n1 plus premier nombre dont on s'intéresse pas vraiment, auquel on s'intéresse pas vraiment, et ici j'ai les ji, ça va être les j tels que cn de j est supérieur ou égal à cn de a2n. Et donc pourquoi est-ce qu'il y en a exactement petit k? Parce que petit k ça compte quoi? Petit k ça compte le nombre de fois où grand K est apparu. Et à chaque fois que grand K est apparu, eh ben, il devait être précédé d'un nombre différent. Et donc ces nombres-là c'est les ji. Et le fait que j'ai j1 par exemple suivi de grand K, ça me dit qu'à ce moment-là, j'avais au moins grand K, j'ai exactement grand K fois le nombre j1. Et donc ça, c'est dire qu'il existe un endroit avant le terme 2n où il y avait grand K fois le nombre j1, ça veut dire que à 2n, j'avais au moins 2k, j'ai au moins k fois le nombre j1. Donc, les ji sont précisément les j tels que cn de j est supérieur ou égal à grand K, c'est-à-dire cn de a2n. Et donc, an plus 2, c'est le nombre de j inférieur ou égal à petit n, tel que cn de j est supérieur ou égal à cn de a2n, c'est ce qu'on a dit. Donc, c'est le nombre de j inférieur ou égal à petit m, petit n, tel que cn de a2n est moins cn de j inférieur ou égal à 0, ça c'est juste réécrire la chose précédente. Et donc, a2n plus 2, c'est le nombre de j inférieur ou égal à petit n, et la condition cn de a2n moins cn de j inférieur ou égal à 0, je l'ai réécrit somme pour k égale j à a2n moins 1, de cn de k plus 1 moins cn de k inférieur ou égal à 0, donc c'est une somme télescopique. Bon, là j'ai supposé que j est inférieur ou égal à a2n, mais si j est supérieur ou égal à a2n, il faut juste faire une somme télescopique dans l'autre sens. Et pourquoi je la réécris comme ça? Parce que là on voit apparaître des choses de la forme cn de j plus 1 moins cn de j, et là je peux remplacer tout ça par des n', pourquoi? Parce que a2n c'est égal à a2n', cn de k plus 1 moins cn de k c'est égal à cn' de k plus 1 moins cn' de k, par hypothèse. Et donc, en fait, l'expression de a2n plus 2 que j'ai, c'est exactement la même que l'expression de a2n' plus 2. Donc a2n plus 2, c'est bien égal à a2n' plus 2. Et maintenant, pour pouvoir faire une récurrence, il faut encore vérifier que les cn plus 1 de j moins cn plus 1 de j moins 1 sont égaux au cn' plus 1 de j moins cn' de j moins 1, pour pouvoir répéter l'argument. Donc cn plus 1, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, cn plus 1 de j, ça compte le nombre de fois où j est apparu avant le terme 2n plus 2. Et donc ça, c'est juste le nombre de fois où j est apparu avant le terme 2n, plus potentiellement 1, si le j est égal à a2n plus 2. Donc cn plus 1 de a2n plus 2, c'est cn de a2n plus 2 plus 1. cn' plus 1 de a2n plus 2, c'est égal à cn' de a2n plus 2 plus 1. Et les autres cn de j sont restés inchangés. Et donc, les cn plus 1 de j moins cn plus 1 de j moins 1 sont toujours égaux au cn' plus 1 de j moins cn' plus 1 de j moins 1. Et donc, on peut faire une récurrence et on obtient pour tout cas a2n plus k est égal à a2n' plus k. Et donc, la suite a2n est ultimement périodique de période n' moins n, puisqu'on peut réécrire l'expression précédente, on peut réécrire l'expression précédente de manière à voir apparaître la période, mais essentiellement, l'idée c'est que si je pars à la suite de A2n ou de A2n', et bien la suite va se comporter exactement de la même manière, et donc on a une suite périodique. Très bien, donc maintenant passons à la preuve du lemme. Donc le lemme dit que pour tout j entre 2 et petit m, cn de j moins cn de j moins 1 est borné. Donc là en fait il y a deux parties au lemme, il y a une borne supérieure et une borne inférieure. Donc la première chose qu'on va montrer, c'est que cn de j moins cn de j moins 1, c'est inférieur ou égal
à une grosse constante. La constante, elle est indépendante de petit n ou de petit j. Donc ça, c'est le sens, entre guillemets, facile. Pourquoi? Alors, Cn de j, c'est quoi? Cn de j, c'est le nombre de i inférieur ou égal à 2n, tel que ai égale j. Mais en fait, quelle va être l'idée? C'est que si j'ai un i tel que ai égale j, donc, et disons, on prend strictement supérieur à n plus 1, donc je prends un i tel que ai est égal à j, et bien ai, c'est quoi? ai, c'est le nombre de i' inférieur ou égal à i-1, tel que ai' est égal à ai-1. D'accord? Très bien. Maintenant, je regarde qu'est-ce qui se passe. Donc, là, ici, j'ai le terme 2n. Très bien. Et 2n, ça compte le nombre de j. Donc là, je dois compter le nombre de j qui viennent avant 2n. Donc, je prends par exemple un i quelconque tel que ai soit égal à j. Et je regarde le terme ai-1. Et le terme ai-1, qu'est-ce qu'il fait? Il compte le nombre de fois où ai-1 est apparu avant dans la suite. Donc ici, par exemple, ai-1, il est apparu à un certain indice i'. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais prendre le plus grand i' inférieur à i-1, tel que je vois apparaître le nombre ai-1 à la position i'. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que à l'indice i-1, l'indice i me dit j'ai j fois le nombre ai-1 qui est apparu dans ma suite. Et la fois précédente où le nombre ai-1 était apparu, c'était la j-1e fois où il apparaissait. Donc, juste après, il devrait y avoir un nombre j-1. Et donc, en quelque sorte, à chaque nombre j dans la suite, je peux associer un nombre j-1 avant. Donc, à chaque fois que j'ai un nombre j qui apparaît, il y avait forcément un nombre j-1 qui apparaissait avant. Et disons, le seul cas où ça ne marche pas, c'est le cas où i est inférieur ou égal à n, ou i' il est inférieur ou égal à n. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire ce genre de raisonnement, mais ça arrive seulement un nombre fini de fois. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vais juste réécrire de manière un peu plus rigoureuse. Donc ai c'est égal à j, c'est l'ensemble des i' inférieur ou égal à i-1, tel que ai' égale ai-1. Je prends i' strictement inférieur à i-1 maximal de cet ensemble. Et bon, à part le cas où il est inférieur ou égal à n, donc s'il est strictement supérieur à n, alors ai' plus 1 c'est égal à j-1. Et donc, là j'écris de manière un peu abstraite, on a une application injective qui va de l'ensemble des i inférieur ou égal à 2n tel que ai égale j, donc ça c'est ce qui est compté par Cn de j, et j'enlève, disons, tous ceux où j'ai des problèmes qui sont soit le cas où i est inférieur ou égal à n plus 1, soit le cas où i' est inférieur ou égal à n, et chacun de ces i, eh ben, je peux lui associer un i', je peux lui associer i' plus 1. Donc à chaque fois que j'ai un j qui apparaît, je peux lui associer un j-1 qui était avenu juste avant. Et ça, c'est quelque chose qui est injectif. Donc vous pouvez vous en convaincre assez facilement. Et donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que Cn de j moins 2n plus 1. 2n plus 1, c'est juste l'erreur de potentiellement j'ai des termes qui sont apparus avant dans les grands n premiers termes. Et ça, c'est inférieur ou égal à Cn de j-1. Donc à chaque fois que j'ai un j, j'avais forcément un j-1 juste avant. Et donc, si je prends c égale 2n plus 1, ben, j'ai montré que Cn de j moins Cn de j-1, c'est inférieur ou égal à c. Pour tout n, pour tout j. Maintenant, il y a la deuxième partie. La deuxième partie, c'est montrer que c'est borné inférieurement. Donc maintenant, je vais montrer que Cn de j moins Cn de j-1, c'est supérieur ou égal à moins c' pour une certaine constante c'. Et c'est là, en fait, qu'on va utiliser la définition de m. Donc si vous vous souvenez bien, m, c'était quoi? C'était le plus grand nombre tel que qui apparaissait une infinité de fois dans la suite. Donc tous les nombres au-dessus, ils apparaissent qu'un nombre fini de fois. Et donc là, on va vraiment utiliser le fait qu'on a choisi petit m exactement comme il faut. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre c' égale mc, où c c'était la constante précédente qui valait 2n plus 1. Et on va supposer par l'absurde qu'il existe un n, il existe un j, tel que Cn de j est un moins Cn de j-1 est strictement inférieur à moins c'. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, disons, prenons k qui est strictement inférieur à j, et l qui est supérieur ou égal à j. Ben, je regarde Cn de l moins Cn de k. Et Cn de l, ben, l il est plus grand ou égal à j, et par l'inégalité précédente, Cn de l c'est inférieur ou égal à Cn de j plus c plus c plus c plus c, et des c j'en ai l moins j. Et Cn de k,
lui, il va être supérieur ou égal à Cn de J-1 moins C, moins C, moins C, moins C, et le nombre de C, ça va être J-1 moins K fois grand C. Enfin, ça va être J-1 moins K. Et du coup, j'obtiens cette inégalité, Cn de L moins Cn de K, inférieur ou égal à Cn de J plus L moins J fois C, moins, entre parenthèses, Cn de J-1 moins J-1 moins K fois C. Ça serait écrit Cn de J moins Cn de J-1 plus L moins K moins C, L moins K moins 1 fois C. Mais Cn de J moins Cn de J-1, je supposais par l'absurde que c'est strictement inférieur à C moins C', c'est-à-dire moins M fois C. Et L moins K moins 1 fois grand C, ça c'est inférieur à M moins 1 fois grand C. Parce que, je ne vais pas préciser ici, mais le L il est inférieur ou égal à petit m. Et donc j'obtiens quelque chose qui est strictement inférieur à moins MC plus M moins 1 fois C, qui est strictement négatif. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les Cn de L pour L supérieur ou égal à J sont plus petits strictement que tous les Cn de K pour K inférieur ou égal à J-1. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va montrer qu'à partir de cet instant, à partir du terme 2n, tous les nombres entre J et M n'apparaissent plus jamais dans la suite. Ce qui contredirait la définition de M, puisque le nombre M doit apparaître une infinité de fois dans la suite. Donc pourquoi? Maintenant, je prends un n minimal tel que Cn de J moins Cn de J-1 est strictement inférieur à moins C'. Donc c'est la même hypothèse qu'avant, mais maintenant je prends n minimal. Donc A2n, ça doit forcément être égal à J-1, puisque avant le terme 2n, eh bien Cn de J moins Cn de J-1 était supérieur ou égal à moins C'. Et donc au terme 2n, comme maintenant je suis passé strictement inférieur à moins C', la seule possibilité, c'est soit que Cn de J-1 est augmenté de 1, et donc ça veut dire que A2n, c'est égal à J-1, qui est strictement inférieur à ce qui est strictement inférieur à J. Donc qu'est-ce que c'est que A2n plus 2? Donc si on refait ce qu'on avait vu dans la partie où on a montré que le lemme impliquait le résultat, et bien vous vous souviendrez que A2n plus 2, c'est juste l'ensemble des i inférieur ou égal à petit m, tel que Cn de i est supérieur ou égal à Cn de A2n. Et si jamais A2n est strictement inférieur à J, et bien tous les éléments de cet ensemble sont tous strictement inférieurs à J. Pourquoi? Parce que Cn de A2n, c'est Cn de quelque chose qui est strictement inférieur à J. Et si vous vous souvenez dans la slide précédente, ce qu'on a montré, c'est que si je suis plus grand ou égal à J, le Cn, mon Cn, il va être strictement plus petit que le Cn de quelqu'un qui est strictement inférieur ou égal à J. Strictement inférieur à J. Donc, pour que Cn de i soit supérieur ou égal à Cn de A2n, il faut que i soit strictement inférieur à J. Et donc, ça me dit qu'il y a au plus J possibilités pour les i dans cet ensemble. Et donc, A2n plus 2 doit être strictement inférieur à J. Et donc, on peut montrer par récurrence. Par récurrence, on montre que tous les A2n vont être strictement inférieurs à J, à partir de tous les A2n', à partir de n, vont être strictement inférieurs à J. Et si ils sont tous strictement inférieurs à J, ben, si je regarde les Cn' de K, ben, quand K il est strictement inférieur à J, ces trucs-là vont augmenter au fur et à mesure. Et si je suis supérieur ou égal à J, eh ben, ils ne vont plus jamais bouger, puisque tous mes A2n' sont strictement inférieurs à J. Donc les termes entre J et M n'apparaissent plus jamais dans la suite. Et donc par récurrence, on peut montrer ça. Et ça contredit justement le fait que le terme M doit apparaître une infinité de fois dans la suite. Et donc c'est absurde. Et donc on a bien montré le lemme, l'inégalité du lemme. Donc juste pour conclure, parce qu'il y avait beaucoup d'étapes dans cet exercice, qui est peut-être un peu confuse. Donc la première étape, on a montré que la suite A2n était bornée par un certain entier grand M, et que A2n plus 1, la suite des A2n plus 1, était strictement supérieure à M. Et donc ça, c'est à partir d'un certain rang, et pour un certain choix de grand M. Et ici, c'est toujours une supposition sans perte de généralité, puisqu'à un moment, on a supposé que c'était la suite A2n qui était bornée, et non pas la suite A2n plus 1 qui était bornée, mais ça ne changerait rien, l'autre cas se traite exactement de la même manière. L'étape 2, on a appliqué un principe des tiroirs à l'aide du lemme, et donc là, il y avait une chose un peu subtile, que la suite A2n était bornée, donc là, c'était facile d'appliquer un principe des tiroirs, mais la suite des A2n plus 1 n'était pas bornée, mais on pouvait quand même la comprendre à l'aide de ces Cn de J, qui comptaient le nombre de fois, ou qui comptaient
le nombre de fois où J apparaissait dans la suite des A de N. Et en fait, l'idée, c'est que les Cn de J, ils n'étaient pas bornés, mais les différences entre eux étaient bornées. Et il se trouve que si on appliquait un principe des tiroirs sur ça, c'était exactement parfait pour pouvoir avoir quelque chose qui nous dit si j'ai toutes ces choses qui sont égales entre n et n', eh bien je peux avoir la même chose à n plus 1 et à n' plus 1, et comme ça appliquer faire une récurrence simple, et ça nous donne le fait que la suite devient ultimement périodique. Et la preuve du lemme, le lemme qui disait que les Cn de J moins Cn-1 moins Cn de J-1 étaient bornés. Et donc là, il y avait un sens qui était assez simple, qui était essentiellement de dire que à chaque fois que j'avais un J, j'avais forcément un J-1 avant. Et l'autre sens qui était un peu plus compliqué, qui disait que essentiellement il fallait bien choisir M, parce que qu'est-ce qui se passait essentiellement, si jamais Cn de J devenait beaucoup plus petit que Cn de J-1, et bien en fait, qu'est-ce qui se passait, c'est que les nombres de 1 à J-1, ils allaient continuer, il allait en avoir plein dans la suite, et en fait, ils allaient dépasser tous les nombres de J à M, et si jamais ils dépassaient tous les nombres de J à M, et ben on n'allait plus jamais voir de nombre de J à M dans la suite, ça contredisait la définition de M. Et donc on arrive à la conclusion de l'exercice, qui est que pour toute suite satisfaisant les conditions de l'énoncé, la suite des A de N ou la suite des A de N plus 1 est ultimement périodique. Voilà. Donc j'espère que vous avez bien aimé cet exercice.